Donc en gros, quand moi je suis sorti de mon doctorat il y a 8 ans, quelque chose comme ça, c'était le moment où il y avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, des grandes manifestations pour l'urgence climatique en France en 2017-2018. Et puis il y avait le mouvement des Gilets jaunes qui, à peu près au même moment, en fait, enflammait ou embrasait la France. Et c'est un moment où, en fait, on s'est mis à... En tout cas, moi, j'ai pris conscience du fait que dans les enjeux de transition, qui étaient à l'époque assez techniques, voire un peu des sciences de l'ingénieur, que la dimension humaine, elle était absolument capitale. Déjà par rapport à la crise climatique et la manière dont ça a affecté nos vies, mais également par rapport aux politiques publiques qu'on pouvait mener vis-à-vis de l'action écologique, et comment est-ce que ça pouvait être rejeté ou pas comment dire, tenu d'effet. Et donc la manière dont moi je me suis engagé dans ces questions-là, ça a été de dire, bah, en fait, si on ne prend pas en compte la dimension humaine, si on oublie l'humain en fait derrière les politiques publiques de transition, eh bien, on risque d'avoir des effets de réactance. Alors, c'est un terme en psychologie pour dire que lorsqu'on on nous enjoint au changement, mais qu'on n'a pas de possibilité de changement, eh bien, on va avoir une forme de rejet ou de déni vis-à-vis de là où on veut nous emmener. Et donc, je ne sais pas si on peut simplifier la crise des Gilets jaunes juste par ça, mais en tout cas, c'est un élément qui était moteur derrière ce mouvement social. Mais aussi, si on ne prend pas en compte l'humain, on peut avoir une absence d'effet, en fait. C'est-à-dire qu'on peut communiquer, on peut mettre en place de nouvelles politiques publiques ultra ambitieuses, mais en fait, si on ne prend pas en compte qui ça doit toucher, quelles pratiques on essaie de transformer, à qui on s'adresse, eh bien, il se peut que, en fait, ça n'a juste pas d'effet. Et là, si on parle du budget simplement, on va dépenser pas mal d'argent pour des choses qui vont finalement pas se retrouver dans une transformation des modes de vie, des organisations, etc. On peut aussi avoir ce qu'on appelle des effets rebonds, c'est-à-dire qu'en fait, on met en place une politique publique et en fait, elle se retrouve à avoir des effets qu'on n'avait pas anticipés forcément derrière. Donc des politiques de rénovation thermique des bâtiments, et si derrière, il n'y a pas un accompagnement des usages et des pratiques, et on peut se retrouver des personnes qui, finalement, vont aller consommer plus de chauffage parce que leur logement est en tout cas, moins attentif aux consommations d'électricité parce que leur logement il est isolé, et en fait, ça a créé un effet rebond qui fait qu'un effet compense l'autre. Donc c'est avec cette perspective qu'en fait, je suis rentré dans ces sujets, de me dire qu'en fait, la dimension humaine, elle était importante, ou même clé à prendre en compte dans les enjeux de transition écologique. Et je vous parlais tout à l'heure de rôle et de posture, c'est-à-dire que moi, depuis 7 ans, peut-être maintenant, en fait, mon rôle et ma posture, elles changent aussi, à mesure des projets qu'on mène. Et ce que je vais vous montrer à travers les projets, c'est comment est-ce que, finalement, j'en suis venu à interroger ma posture de chercheur vis-à-vis de l'action publique et vis-à-vis des enjeux de transition. Et là où j'en suis maintenant, j'ai oublié cette slide, là où j'en suis maintenant, c'est qu'en fait, ça me semble absolument fondamental, enfin, non seulement c'est fondamental de prendre en compte l'humain, mais en fait, si on repart des personnes, et on repart de l'humain et de la psychologie, en fait, ça ouvre de nouveaux champs de coopération, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Parce que là où on est actuellement, c'est qu'on n'est plus simplement dans une forme de questionnement vis-à-vis de l'impact des politiques de transition qu'on mène, c'est qu'on est dans une spirale de désengagement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on parle quasiment plus d'écologie dans les médias, les études assez fines là-dessus. Et en plus, on se retrouve à des effets où on se renferme finalement sur son secteur, chacun se renferme en fait dans son monde. Et donc on a ces spirales de désengagement qui s'enclenchent, qui est illustré par ce triangle de l'inaction. Vous avez déjà vu ça? Où en fait c'est un peu chacun se rejette la faute. Donc les habitants disent c'est pas à nous de changer, c'est aux politiques publiques disent pas à nous, c'est aux entreprises, etc. Et donc on se retrouve à une spirale de désengagement où finalement on rejette la responsabilité des uns ou des unes sur les autres. Et là, on rentre dans un temps qui devient quand même de plus en plus compliqué d'un point de vue des urgences climatiques et sociales, où en fait, cette spirale de désengagement, elle se transforme en spirale de conflictualisation. C'est-à-dire qu'on se retrouve à un temps où ça devient compliqué de dialoguer, ça devient compliqué de coopérer, ça se tend, je ne sais pas si vous le ressentez, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on observe de plus en plus. Et donc la question que moi j'essaie de me poser, c'est comment, en repartant des gens, des humains, de parler de personne à personne et en repartant de ce qu'on a en commun, finalement, notre humanité, eh bien, on peut essayer de trouver ou expérimenter des choses qui recréent des espaces de coopération, qui recréent de l'air dans un moment où, en fait, les jeux d'acteurs se retrouvent à être tendus ou être serrés. Ça va jusque-là? Et donc, je veux aussi vous montrer que, finalement, la posture de recherche, que souvent, la recherche, on la sort un peu de l'action publique, on fait des études et c'est sympa et on la prend en compte ou non, mais en fait, le rôle de la recherche peut être vraiment transformateur et offrir de nouvelles coopérations pour l'action publique. Et en fait, je vais l'illustrer avec 3 projets qu'on a menés. Alors, vous sentez dans mon discours, souvent j'ai l'habitude de faire des conférences un peu théoriques. Alors là, je me suis prêté au jeu de l'innovation et de repartir sur les projets qu'on a faits et de vous décrire ces projets. L'idée pour moi, c'est
plutôt que de vous dire ce qu'il faudrait faire, comme Mistral l'a dit, il faut que la paix dans le monde, la coopération, etc. Vous montrer comment est-ce que des projets très concrets qu'on a menés, bah, ça peut vous inspirer, et puis ouvrir la discussion, et peut-être qu'à mesure des échanges, il y a des choses qu'on pourra tirer comme fil. Mais je voudrais vous montrer ces projets, et en fait, ce que moi j'en retire vis-à-vis des enjeux de coopération. Alors, je ne sais pas si on aura le temps d'aller jusqu'ici, mais en gros, l'idée de projet, c'est de présenter la notion du changement, et cette notion d'usager, de pratique, etc., avec un premier projet. Avec un second, vous parlez d'enquête et de recherche collective, et ça a été dit tout à l'heure très bien d'ailleurs. Et un dernier point, alors c'est sur une thématique qui est un peu complexe, mais on verra, je vous parler de culture plutôt que de prison si vous voulez, la notion des récits. Et comment est-ce que ces récits peuvent être des leviers de transformation et ouvrir de nouvelles coopérations. Ça va okay. Premier projet qu'on a mené, c'était en 2021, il me semble, quelque chose comme ça. Oui, parce que vous allez voir sur les photos, il y a des masques. Ça donne une temporalité. C'était en fait avec la métropole de Lille. Et ce qui se passe sur la métropole de Lille, c'est que en fait, il y a un petit paradoxe qui est illustré dans le début du texte, c'est que en fait, à Lille, il pleut beaucoup, a priori, mais en fait, il y a des gros problèmes de pénurie d'eau, parce que en fait, les nappes phréatiques peinent à se remplir. Je suis pas du tout ingénieur des systèmes de l'eau. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que on a une problématique qui est qu'il pleut beaucoup et en même temps, bah, il n'y a pas de fleuve qui passe directement à Lille. La nappe phréatique est un peu décalée par rapport à la ville de Lille. Et il y a des problèmes de pénurie d'eau qui se posent, d'autant plus lorsque la métropole grandit avec les effets de métropolisation. Il y a un enjeu très très fort sur l'eau. Et donc, là, on nous a sollicité au début en disant, bah, la collectivité peut faire plusieurs choses pour ce problème-là. Donc, une des trois choses qu'elle peut faire, en plus de réparer les fuites, les infrastructures, c'est les acteurs économiques, c'est la consommation des ménages et des foyers. Et donc, naturellement, on est venu vers nous, vous faites de la psychologie, vous vous intéressez au changement, et ben, est-ce que on peut pas changer les pratiques de consommation d'eau des ménages de manière à réduire la consommation globale d'eau et faire en sorte qu'on tienne finalement les réserves d'eau qu'on a à disposition. Et en fait, dans les calculs, ou en tout cas les objectifs qui étaient fixés par la métropole de Lille, l'idée c'était de stabiliser en fait les consommations d'eau dans les 10 prochaines années, sachant que la population augmente et les consommations augmentent, et ce qui revenait finalement à réduire d'un petit pourcentage par année de consommation d'eau, et donc c'était quelque chose qui était a priori faisable en termes de changement des pratiques. On n'était pas sur ce passé d'eau plusieurs mois par semaine. Et dans ce projet, il y a deux choses qui moi me semblent intéressantes et que je vais vous partager. Deux dimensions, disons. Une première dimension qui est l'approche par les usages. Donc là, on parle des foyers, des comportements, des pratiques. Et en fait, on va voir que ça interroge l'action au public. Et deuxième, c'est la manière dont on a traité ce problème, qui n'était pas une manière de le traiter comme on aurait d'habitude fait, c'est-à-dire d'aller sur le terrain, enquêter, observer, interroger des personnes, mais on l'a fait avec des habitants et des familles, et donc on a fait recherche en commun, ou en tout cas on a fait recherche avec les habitants. Sur le premier point qui me venait, c'est que, en fait, sur ce sujet-là, c'est un sujet qui était traité de manière assez technique, alors que finalement, c'est une question qui est très comportementale. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est à l'échelle des foyers, quand on parle de consommation d'eau, on est sur les consommations pour l'alimentation, ce qui se passe en termes d'hygiène, et grosso modo, on est vraiment sur de l'humain, et de revenir sur l'humain. Et donc, la manière dont nous, on va traiter ça, c'est de dire, en fait, on va revenir au niveau des personnes, et à partir de la compréhension du quotidien, des situations de vie, des familles, etc., eh bien, on va pouvoir essayer de comprendre quelles sont les marges de manœuvre dont chacune et chacun dispose, et de trouver des leviers de transformation qui sont les plus adaptés, et donc des politiques publiques qui permettent d'accompagner ce changement-là. Et donc c'est typiquement ce type de projet que vous avez déjà vu plusieurs fois, je pense, où on va définir, cadrer le problème, on va faire un diagnostic du terrain, et puis on va trouver des solutions et concevoir des choses. Ça, c'est un terme qu'on a qui est ce qu'on appelle d'expliciter des théories du changement. C'est-à-dire que derrière chaque action qu'on va mener, on va essayer de se dire finalement quel est le changement qu'on veut opérer, et puis on va choisir l'action qu'il faut. Est-ce que c'est la sensibilisation, la communication, est-ce que c'est une politique plus structurelle, etc. Donc ça, pour moi, c'était quelque chose qui était assez naturel. C'est-à-dire, on part des gens, on comprend ce qui bloque, et puis on va trouver le levier d'action au public qui est le plus adapté pour accompagner le changement. Et d'arriver à des choses de cible. Donc on peut soit informer, trouver des manières d'intéresser ou d'engager des publics, faciliter, c'est-à-dire faire des transformations dans l'environnement physique ou social qui rendent facile ou beaucoup plus évident le changement,
On peut tenter d'encapaciter, c'est-à-dire une dynamique d'apprentissage, former. Alors si je donne des exemples, informer, ça peut être d'informer sur les enjeux vis-à-vis des questions de l'eau. Intéresser, ça peut être de montrer finalement comment est-ce qu'il y a un intérêt à réduire ses consommations d'eau, soit vis-à-vis des grands enjeux de transition, soit pour sa propre consommation, ou même faire des co-bénéfices à réduire sa consommation d'eau, parce que ça va interroger d'autres choses. Faciliter, ça peut être de faire en sorte que dans l'environnement des familles, il y ait un environnement qui soit le moins consommateur d'eau, donc pas de le robinet, il y a 5 litres d'eau qui part, etc., d'avoir un environnement physique. Et puis social, c'est-à-dire de faire en sorte que des normes, ce soient des normes qui soient des normes plutôt de basse consommation. Et puis, en capacité, ça peut être d'amener des personnes dans une dynamique de faire des défis, ou en tout cas d'essayer de faire l'expérience et d'apprendre finalement à comment est-ce qu'on peut changer ses pratiques et ses comportements pour consommer moins d'eau. Et mobiliser même parce qu'on peut aller créer des communautés de préservation d'eau, etc. Donc ça, c'est la manière dont on prenait les choses. Et en fait, en rentrant dans le projet, on s'est rendu compte que déjà, il n'y avait pas forcément beaucoup de faire de terrain parce qu'il y a énormément de connaissances qui étaient disponibles sur les pratiques et les comportements d'eau. Il y a des études qui sont disponibles, il y a des articles scientifiques. Enfin, c'est un sujet qui a quand même été quasiment un poncif quand on parle de transition. Les déchets, l'eau, la mobilité, je ne sais pas ce qu'il y a d'autre derrière, mais ça fait des années que des chercheuses et des chercheurs produisent des synthèses, mettent à disposition de la connaissance, et donc il n'y a pas besoin de refaire une nouvelle étude, même si la métropole de Lille a ses caractéristiques. Et dans les études qu'on avait, il y a des choses qui sont assez bien établies. Typiquement, finalement, dans un contexte qui est plus favorable, le fait qu'il y ait des dispositifs de préservation d'eau, et puis ensuite, il y a des choses qui ne marchent pas vraiment. Par exemple, une connaissance des enjeux liés à l'eau, ça marche pas mal. Donc il y a des choses, on sait ce qui marche pas, etc. Pas le détail. Deuxième point, c'est qu'en fait, on se rend compte quand on lit la littérature que il n'y a pas de solution magique. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il n'y a pas une politique publique à laquelle on n'aurait pas pensé qui va en fait résoudre tout le problème. C'est plus une forme de bouquet de solutions ou un cocktail de solutions qui fait que plus on les met, en fait, pour faire feu de tout bois. C'est un peu ça la leçon. Et donc de mettre tout en place qui a déjà été fait pour faire en sorte d'être de donner les meilleurs moyens pour que les usagers puissent transformer leurs pratiques et qu'on atteigne ces objectifs de consommation. Donc finalement, quand on rentre dans le projet avec la métropole, on est un peu comme moi face à ChatGPT tout à l'heure, on se dit finalement il n'y a plus grand chose à faire parce que on sait ce qui bloque les pratiques et puis on sait déjà ce qui peut être mis en place pour les changer. Et donc on a fait un atelier avec la métropole, les gens de la métropole, et c'est pas particulier à Lille, ce que je vais vous montrer, c'est dans d'autres situations. Et on leur a demandé en fait simplement de regarder ce que eux et elles avaient déjà fait les dernières années, donc les 10 dernières années je crois. Et on a croisé les services, donc on n'a pas demandé uniquement au département de la communication, on a demandé en fait à tous les services de la métropole on a essayé de collectionner toutes les actions et les politiques publiques qui avaient été menées pour accompagner la réduction de la consommation d'eau des ménages. Et on a fait un espèce d'atelier où chaque petite fiche que vous voyez là, c'est une action. Et donc c'était quand est-ce qu'elle a été faite, quel public elle a touché, etc. Vraiment, on a fait un catalogue de l'existant. Et on leur a demandé ensuite de poser en fait leur petite fiche sur un cadran avec les différents types d'interventions que je vous ai montré tout à l'heure. Alors là, on en a mis moins pour faciliter la réflexion, mais quelles sont les actions qui étaient des actions de sensibilisation, donc donner de l'info. Quelles étaient les actions qui étaient de motivation, d'engagement, ça peut être des bonus, des malus, ça peut être de mettre en avant les co-bénéfices de la consommation d'eau. Des actions qui sont plus dans l'idée de faciliter les transformations des comportements, et notamment en touchant à l'environnement physique des ménages, les dispositifs de préservation d'eau, etc. Et puis, qu'est-ce qui a été fait comme dispositif d'accompagnement des ménages, ou de travailler avec les publics. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, c'est un peu trompeur, parce que les petites fiches blanches qui sont là, c'est nous qui les avons rajoutées après. Grosso modo, on a ça qui a été rempli sur le cadre. Donc, sur les 10 dernières années, à la métropole de Lille et ailleurs, en fait, la majeure partie des actions qui étaient mises en œuvre, c'était des actions de sensibilisation ou de ce qu'on appelle parfois la communication engageante. Donc, on va communiquer dans le but de mettre en avant des intérêts pour que des gens aient envie de passer à l'action. Donc là, je ne sais pas si vous sentez ce que je pointe dans mon discours, c'est que moi, la manière dont on prenait les choses d'un point de vue de chercheur en sciences sociales, c'est qu'on comprend le terrain et puis on va imaginer les bons leviers d'action. Et quand on regarde ce qui se fait à la métropole, si on déduit de ce qui se fait, de ce qu'on voit ici, on se dit en fait le problème qu'ils ont identifié, c'est que les gens n'avaient pas suffisamment d'informations. C'est pour ça que la majeure partie de l'action s'est orientée là-dessus. Mais c'est pas ça qui s'est passé. C'est que le problème, il a été pris à l'envers. C'est-à-dire qu'on s'est pas forcément intéressé à
ce qui bloque et comment est-ce qu'on doit accompagner les changements de pratique, etc. pour trouver la bonne action, on a mis en place des actions sur la base de présupposés, d'intuitions, d'entretiens qui avaient été faits ici et là, etc. Et ça a conduit à déployer des actions de manière assez intense sur ce type d'action. Et donc ce type d'action qui vise à répondre au blocage, on n'a pas assez d'informations. Mais si on a un enjeu en termes de pratique qui est sur, je sais pas, mon ado il prend trop de temps à la douche et en fait c'est un truc d'adolescence, comment est-ce que ça, en fait, ça répond à ce problème-là qui rencontre beaucoup de familles? Si l'enjeu c'est, en fait, c'est une question d'hygiène, moi il faut que je lave mes vêtements tout le temps parce que si je lave pas, j'ai l'impression que ça va sentir mauvais et quand je vais au travail, on va avoir des mal. Comment est-ce que ça répond à ces enjeux, etc. Donc vous voyez là où je veux en venir, c'est la première leçon de ce projet pour moi, et on l'a retrouvé dans notre projet, c'est que il y avait une déconnexion entre le terrain, la réalité des personnes et les actions qui étaient mises en place. Et donc là-dessus, pour moi, ça mettait l'emphase sur plusieurs manques, disons. Déjà, un manque d'échange avec la recherche, parce que je vous disais qu'il y avait beaucoup d'études qui étaient mises à disposition, mais les personnes avec qui on était en contact n'étaient pas forcément au courant de toutes ces études. Donc en tant que chercheur, on se dit, c'est dommage, il y a plein de connaissances, et dans l'action, il n'y a pas ce transfert qui se fait, ou avec le terrain. Le deuxième point, c'est un manque d'échange entre les services, parce qu'en fait, on se rend compte que ces actions, beaucoup sont des actions de communication, et en fait, on va déléguer les enjeux de transformation des pratiques ou de changement sur les problématiques de l'eau à la communication, ce qui fait que naturellement, on a des actions de sensibilisation qui se mettent en œuvre, et ce qui fait que le changement, il n'est pris en main que par un type de service ou un type d'agent. Alors que, lorsqu'on pense aux dispositifs de préservation, d'économie d'eau, on parle d'enjeux très techniques, matériels, et donc on est sur des plans qui sont des services plus puissants, plus techniques. Et qu'en plus, quand on a mis bout à bout toutes les actions qui étaient d'action publique, on s'est rendu compte que là, il n'y avait pas forcément d'échange, parce qu'il y avait plein de personnes qui n'étaient pas au courant que des choses avaient été faites, et donc il y avait aussi un manque d'échange sur la collectivité, ce qui était fait sur une thématique. Et un dernier point, c'est un manque d'échange sur les collectivités, parce que quand on a fait ce travail, on s'est rendu compte, quand je vous donnais à la volée là, tous les exemples d'autres types d'actions qui pouvaient être faites, il y a énormément de choses que des collectivités ont fait, qui sont d'autres leviers d'action que des actions de sensibilisation, et je ne vous les énumère pas, il y a une publication qu'on a fait là-dessus, dont je vais vous donner le lien. Deuxième chose qu'on a appris de ce projet, en tout cas pour moi, c'était qu'en fait, j'étais à un moment de la recherche qui était de se dire, en fait, plutôt que nous d'aller sur le terrain, d'étudier les gens, et ensuite de faire des rapports, et de les donner à la collectivité, et la collectivité prend en compte ses connaissances ou non, et développe des actions qui permettent de répondre à ces changements, etc., c'était quelque chose qui, moi, me semblait, avec d'autres, paternaliste. C'est-à-dire qu'en fait, on se sort de l'interaction avec les habitants ou les habitants, on les étudie pendant un temps, et puis ensuite on parle pour elles et eux, et on présuppose en fait ce qu'elles veulent faire, de où est-ce qu'ils veulent aller, quels sont les objectifs de changement, et on met des actions en place qui sont les actions qui vont engager le changement, inciter au changement, induire du changement, etc. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas trouver une manière qui est de décaler en fait le regard et d'être dans une posture véritablement d'accompagnement du changement. Donc, accompagner le changement, c'est ce qu'on dit, on est dans une posture d'allié, d'alliance, de partenaire, et on va essayer de comprendre quel est le problème qui est en face, quels sont les besoins, et à partir de là, d'être dans une démarche vraiment d'accompagnement, de soutien, de réponse à des besoins. Et donc ça change là, quand je parle de posture et de rôle de la collectivité, ça change aussi le rôle qu'on se donne et la manière de travailler, et ça change aussi le rôle qu'on se donne en tant que chercheur. Pour la faire très courte, on pourra en discuter après, il y a un article qui m'a beaucoup servi, qui est publié l'été dernier, où en fait les chercheurs ont dit « Arrêtons de considérer que les gens sont irrationnels. Ils ont des freins au changement, ils ont des biais au changement. Qu'en fait, il faut trouver des manières de les inciter. » Qui est une position paternaliste, dans un sens. Quels sont les freins, quels sont les blocages, c'est de lever les freins, les blocages, ça, on nous en parlait beaucoup à l'époque. Et se dire, en fait, considérant que les gens sont rationnels. Ils sont rationnels dans leur monde. C'est-à-dire dans le monde qui est le leur monde propre, il y a des formes de justification, alors parfois non, mais souvent il y a des formes de raisons pour lesquelles ils se comportent de la sorte. Et donc plutôt se dire, ils sont irrationnels, ils consomment trop d'eau parce qu'ils en savent rien, il faut les mobiliser, regarder un problème d'eau. Plutôt se dire, en fait, dans la situation de cette personne, qui essaie de faire du mieux qu'elle peut, qu'est-ce qui fait qu'elle a du mal à changer ses pratiques, comment on peut être dans une démarche vraiment de soutien et d'accompagnement. Et le deuxième point de ces chercheurs et chercheuses, c'est de dire, en fait, la manière de faire ça, le deuxième bout de la phrase, c'est d'impliquer ces personnes directement dans la démarche. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a développé un projet qui n'était pas un projet d'études classique qu'on avait pu faire, parce qu'on avait déjà toutes les infos, on savait ce qu'il fallait faire feu de tout bois.
On s'est dit, en fait, on va mettre ça à disposition d'habitants et d'habitantes, et on va faire la recherche avec ces personnes. Et donc, pendant plusieurs mois, en fait, on a fait une recherche collective avec ces personnes. Il y avait une cinquantaine de familles qui étaient impliquées dans le dispositif. Il y avait la visio, il y avait des rencontres, etc. Et avec ces personnes, on leur a pas dit quoi faire, on leur a mis à disposition les connaissances qu'on avait, et on a travaillé avec ces personnes à réfléchir quelle serait, de leur point de vue, la politique publique qui leur permettrait de les accompagner, en fait, dans leur déconsommation d'eau, disons. Donc ça, c'est la frise complète qui est dans la publication, qui est en lien dans la présentation que je vous enverrai, qui est en ligne. Je ne vais pas détailler tout ça, je vais vous donner quelques petits temps forts pour que vous compreniez ce qu'on a fait, et pour vous donner un peu les leçons de ça. Le premier point, c'est qu'on a fait un autodiagnostic de la consommation d'eau. C'est-à-dire qu'on a permis aux personnes d'essayer de comprendre quels étaient leurs foyers de consommation. Parce que quand on consomme de l'eau, il n'y a pas de compteur électrique, en tout cas on ne le voit pas. Et donc l'idée, c'est de leur donner à voir finalement leur propre consommation et d'en discuter. On a créé des sessions d'échange avec les familles, mais aussi avec les enfants, parce qu'ils ont aussi leur propre point de vue sur la question. Puis l'échange entre enfants et familles. Alors c'est assez drôle parce que les enfants n'avaient pas forcément le même regard sur ce qui se passe à la maison que les parents. On avait des sessions de débat et discussion en disant, bah en fait, dans les périodes de sécheresse, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Moi j'ai une piscine, est-ce que je la remplis pas? Donc c'était vraiment la négociation entre habitants pour se dire, bah, quelle politique publique en temps de crise pour être mise en place. On a des échanges avec des experts à leur demande. Vous voulez voir des médecins pour comprendre les trucs, des questions d'hygiène, on a mis à disposition des médecins. Etc. On a travaillé avec des designers pour imaginer d'autres types d'équipements, etc. Je ne détaille pas tout, mais c'est pour montrer qu'on a vraiment poussé les curseurs à fond et on a vraiment fait recherche avec la cinquantaine de foyers qui étaient avec nous. Et on a pu mettre en place, à la fin, concevoir une politique publique qui faisait un peu la somme de tout et qui va être déployée à la métropole de Lille. Alors, la politique publique, elle a plusieurs pans. Il y a d'une part la délégation de services publics sur l'eau qui doit être renouvelée. On a intégré les leçons qui étaient tirées de ce projet pour rechanger le contrat avec la délégation de services publics avec le fournisseur d'eau. Et le deuxième point, c'est qu'il y a une forme de défi qu'on a mis en place, qui est un défi qui est vraiment d'accompagnement au changement de pratique des ménages, de création de communautés autour de l'eau, et d'encapacitation de personnes pour qu'elles s'emparent de ces sujets-là. Donc ça, c'est le premier projet qui a eu des leçons à la fois sur la manière dont les actions publiques étaient menées jusqu'alors, et puis comment est-ce qu'on peut changer en fait la place des usagers et la manière dont on peut fabriquer ces politiques publiques. En sachant que ce projet n'a pas coûté d'argent, c'était quand même une manière de faire la somme de tout ce qu'on connaissait, de travailler avec les personnes, ça a permis en fait d'être assez efficace dans le fait de faire quelque chose qui répond à des besoins, et donc même si ça a duré quelques semaines, ça a fait qu'à la fin on avait quelque chose qui était assez robuste. Ça a permis aussi à des agents qui étaient là avec nous de réaliser qu'ils avaient beaucoup d'a priori d'être préconçus, qui étaient des a priori qui n'avaient pas forcément raison d'être. Par exemple, en fait, les gens, ça les intéresse, les questions de l'eau. On pensait que si on parlait de sécheresse, ça leur faire peur. J'aurais dit, pourquoi on ne nous a pas parlé avant? En fait, c'est hyper intéressant, c'est un sujet qui nous concerne tous, dites-le nous. Les agents avec qui on parlait, même à haut niveau, ils disaient, si on parle de sécheresse, ça va paniquer les foules, il ne faut pas parler de ça. Donc on se rend compte qu'il y a aussi, ça peut casser des a priori, et puis ça peut permettre d'ouvrir des possibles qui n'étaient pas forcément ouvrable à... J'essaie de tenir le timing dans ma tête. Donc ça, c'est une manière de répondre à ces enjeux-là, c'est de faire en sorte d'être dans une posture d'accompagnement au changement. C'est de le faire avec des premiers concernés, donc ça peut être des habitants. On a ce type de projet, on l'a fait aussi avec des gens de la collectivité, avec le SCAR Grand Est. On a fait des projets, on a co-conçu des stratégies de transformation avec les agents en tant que tels. Donc c'est totalement possible de co-concevoir. Ce que ça demande cependant, c'est que il faut s'ouvrir à une posture de coopération. C'est-à-dire qu'en tant qu'agent dans une collectivité, il faut arriver, je vous l'ai dit, à accepter quelque part d'abandonner le jugement, donc de sortir de tous ces a priori et ces préconçus sur les habitants, leur comportement, leurs pratiques, qu'est-ce qui les ferait paniquer ou autre, etc. Et donc de sortir du jugement. C'est quand même très difficile parce qu'on produit naturellement des jugements. Je vais en produire sûrement à l'instant même, donc je ne sais pas y penser. Le deuxième point, c'est de décaler son point de vue. C'est-à-dire une fois qu'on suspend son jugement, c'est de faire en sorte de repartir des personnes, donc se décentrer, considérer que c'est pas parce que nous on a l'expérience du monde que d'autres ont la même expérience, et donc de se décentrer au maximum. Un terme qu'on utilise souvent, c'est de remettre les marges au centre de la réflexion, et de chercher à changer de regard, c'est-à-dire de comprendre finalement les situations, et c'est là où les sciences sociales peuvent venir nourrir le dispositif et vraiment enrichir la grille d'analyse qu'on va faire, parce que c'est pas forcément évident de comprendre ce qui se passe.
Et donc de passer une posture, des postures, disons, d'avocat, de défendre une politique publique, d'essayer de convaincre, de faire la pédagogie, de rendre acceptable, machin, à une posture de détective. Et on parlait d'enquêteur, c'est-à-dire de comprendre, d'essayer d'aller sur le terrain. Et donc ça, c'est un changement qui est un changement assez radical. Je ne vais pas le faire maintenant, on a une formation à la CSPT qui pousse là-dessus. Mais en tout cas, ça nécessite de changer de posture pour engager des coopérations. Alors j'ai mis le petit logo de la communauté de communes de là où je vis pour parler d'un projet, je n'aurai peut-être pas le temps, mais il y a une convention citoyenne qui a été lancée il n'y a pas longtemps dans la communauté de communes Jovilien, où c'est des 50 personnes, habitants, habitantes et élus, qui se sont réunis pour réfléchir ensemble à l'avenir du territoire, notamment vis-à-vis des grands dérèglements climatiques. Et on a fait un petit projet où finalement on a été regarder ce qui se passe, comment ça a fait bouger les personnes quand elles sont engagées dans ce dispositif, des personnes qui n'étaient pas convaincues des enjeux au départ, qui étaient parfois curieuses, à envie de rencontrer des gens, qui sont engagées là-dedans. Et en adoptant cette démarche de curiosité, d'échange, il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé, on pourra en reparler, mais ça montre qu'il y a non seulement un enjeu de changer ses postures en tant qu'agent, mais aussi peut-être d'être attentif à des formes de coopération qui peuvent être mises en place entre habitants, entre acteurs économiques, et d'être dans un rôle peut-être de soutien, d'écoute et de prise en compte de ces espaces, parce qu'il y a aussi un travail qui se fait aux trois points du triangle. Ça va? Deuxième projet, et après on fait une petite pause pour vous demander comment ça résonne en vous et d'en parler. C'est un projet qu'on est actuellement en train de mener. Ça, c'est un projet qu'on mène à Nantes, Nantes-Saint-Nazaire, et qui est encore en cours. Donc on a commencé, quand on est en avril, là, on a dû commencer en fin d'année dernière, et je vais vous présenter en fait une partie du projet qui résonne avec ce que je viens de vous présenter, et après le petit temps d'échange, on parlera de l'autre. Donc dans ce projet, l'idée c'était de s'intéresser à une problématique un peu plus complexe que celle typiquement des changements de pratique, d'eau, de mobilité, etc., même si elles sont complexes, qui est celle de l'habitat. Et donc l'habitat, gros sujet parce qu'il y a de moins en moins de foncier disponible, d'une part lié à la réglementation du zéro artificialisation nette, et aussi d'une part il y a des enjeux de résilience écologique, alimentaire, qui fait qu'en fait on ne peut pas continuer à grignoter des espaces qui peuvent être des espaces qui vont vers l'alimentation, l'agriculture, ou simplement des espaces de biodiversité. Donc la question qui se pose, et que beaucoup de personnes se posent actuellement, c'est comment est-ce qu'on fait des logements, on repense l'habitat de manière désirable. C'est encore une fois la manière dont on présente, comment on rend acceptable les alternatives, comment on rend désirable. Donc là on sent qu'il y a toujours cette posture paternaliste un petit peu qui traîne, c'est-à-dire qu'en fait on sait ce qu'on veut pour les personnes, et on veut trouver comment le rendre désirable. Alors la différence là quand même, c'est qu'on ne sait pas exactement où on veut emmener les gens, parce qu'on ne sait pas exactement les alternatives qui traînent sur l'habitat, et donc on est un peu démunis vis-à-vis de ça. Mais dans ce projet-là, en fait, on a essayé de changer la posture des collectivités pour aborder cette question par rapport à ce que je vais vous présenter. Mais avant de faire ça, il faut que je fasse un petit détour par un projet qui a mené à celui-là, qui était un projet qu'on avait fait en Seine-Maritime, en Normandie, où en fait on avait pris la même démarche que je vous présentais avant, c'est-à-dire on s'est intéressé à qu'est-ce qui détermine le choix d'un type d'habitat par des personnes en fonction de leur parcours de vie, un peu comme les pratiques d'eau. Qu'est-ce qui fait que des personnes optent pour ce choix de l'habitat pavillonnaire avec une grosse emprise au sol. Et donc, sur ce projet-là, on s'est dit, plutôt que s'intéresser uniquement aux habitants, et savoir pourquoi est-ce qu'ils choisissent ce type de pavillon et en quoi ça répond à des besoins, et qui fait qu'on tombe et dans le paternalisme, mais aussi dans un autre phénomène qu'on a souvent, c'est en fait on s'intéresse uniquement aux usagers et uniquement aux citoyens, mais pas aux acteurs économiques. On s'est dit on va faire la même chose, mais aussi du côté de l'offre. Donc on a fait une étude où on s'est dit qu'est-ce qui nous met dans une trajectoire où en fait on construit du pavillon dans une région qui est assez rurale en Seine-Maritime, et on a de l'extension périurbaine qui continue et qui est galopante. Qu'est-ce qui fait à l'échelle des habitants qui fait qu'il y a une demande qui va vers le pavillon, et qu'est-ce qui fait à l'échelle des élus et des acteurs de l'habitat qu'on continue à faire le choix de construire des pavillons et ce type d'habitat, etc. Et donc dans ce projet, en fait, on a fait une étude assez classique, là de chercheurs classiques, on a été
interroger des habitants avec des parcours de vie différents, interroger des élus dans des communes qui parfois regrettaient d'avoir finalement construit des pavillons en bordure de leur village parce que des familles se mettaient à partir de leur village parce que ça leur correspondait plus, ça créait des tensions entre voisinage, etc. Donc on avait des élus qui étaient convaincus qu'ils voulaient construire, d'autres élus qui revenaient un peu du modèle pavillonnaire, donc on avait une diversité d'élus, et puis aussi des acteurs de l'habitat, donc des constructeurs, des bailleurs, des paysagistes, etc. On essaie de couvrir un peu tout le jeu d'acteurs qui avait autour de l'habitat pour se dire qu'est-ce qui, à l'échelle de chacun de ces acteurs, chacune de ces acteurs, rend impossible ou fige la trajectoire de changement. On parle parfois d'inertie du changement, en fait, qu'est-ce qui fige ce changement-là? Et en fait, ça a permis de faire deux grandes choses sont sorties de ce travail-là. Une première chose, c'est qu'en fait, on a beaucoup travaillé avec la DDTM, donc les directions département, en gros les services de l'État. Ah, merci. J'ai jamais entendu, mais je pense que vous l'avez. C'est la direction départementale des États de la mer. Et qu'en fait, j'étais ultra connaisseur de ces enjeux. Il venait de finir le PLU intercommunal dans cette région-là. Pardon PLUI, ouais. PLUI, intercommunal, du coup. Et en fait, la question se posait de comment est-ce qu'ils pouvaient accompagner les élus, notamment, à finalement faire l'habitat autrement. Et à l'issue de ce travail, parce qu'on a beaucoup travaillé avec les services de la DDT et aussi le CIE et d'autres acteurs territoriaux, et qu'on était dans une perspective d'échange, donc là la coopération était vraiment entre chercheurs en sciences sociales et les gens qui étaient dans les collectivités, on a vraiment fait recherche ensemble, ils ont été faire des entretiens eux-mêmes, avec nous, etc. Ce qui est ressorti de ce projet, ça a vraiment permis de remettre d'avoir des politiques publiques qui allaient toucher à la fois les élus, donc il y a des formations avec des élus, il y a des ateliers qui ont été mis en place avec des élus sur les zones urbanisées, où ils voulaient faire du pavillon, et pour les faire rebouger sur cette question, faire en sorte d'imaginer d'autres scénarios possibles, et des élus qui étaient finalement assez ouverts à ce sujet grâce à l'étude et à la recherche qu'on avait fait. On a eu des politiques plus de donner, porter à la connaissance et créer une communauté d'intérêt des acteurs de l'habitat sur les alternatives à l'habitat, et notamment le logement intermédiaire, assez peu connu. Mais aussi sur des choses comme les coutures urbaines qui étaient assez clés en fait dans ce qu'on a pu montrer dans notre étude. Et puis tout un tas d'autres actions de ce type. Et en fait, en sortant de cette étude, on s'est dit, mais c'est pas uniquement notre étude qui a permis de faire ça, c'est vraiment notre étude en interaction avec les services, le fait qu'ils comprennent ce qu'on fait et qu'ils s'engagent dans la recherche, qui a permis de faire levier et de dégager des pistes d'action qui étaient assez innovantes. Donc ça, c'est un peu la première leçon de ce projet-là. Et la deuxième leçon, qui est plus sur le fond, c'est qu'en fait, en allant auprès des habitantes et des habitants, on s'est rendu compte que il y avait beaucoup plus de marge de manœuvre qu'on l'imaginait. Il y avait beaucoup plus de possibles qu'on le pensait, parce que le modèle pavillonnaire n'était pas du tout celui qui était le plus plébiscité. Alors d'office, c'est peut-être celui qui a attiré, mais en fait, quand on creusait, on s'intéressait aux besoins, au parcours de résidence, etc. Finalement, quand on leur présentait d'autres formes, ça c'était un projet qu'on avait fait avec les étudiants d'archi, et c'est d'imaginer d'autres formes d'habitat qui répondent à des besoins. On se rendait compte qu'à mesure des échanges, des personnes âgées étaient beaucoup plus ouvertes qu'on pensait à la colocation, que des personnes des familles étaient beaucoup plus ouvertes qu'on pensait à la mutualisation des espaces intérieurs et extérieurs. Et d'un coup, on s'est rendu compte que la demande, elle était beaucoup plus éclectique qu'on pouvait le penser. Mais elle se heurtait à une offre qui était assez figée, qui était l'offre du pavillon, et ce qui faisait que des personnes spontanément demandaient ce qu'ils pensaient avoir, et donc plébisciter le pavillon. Et deuxième point, c'est qu'en travaillant aussi avec les élus et les acteurs d'habitat, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'a priori sur la densité, mais aussi sur les habitants, sur leurs besoins, etc. Et donc c'est comme si, à l'issue du projet, on s'est rendu compte qu'il y a un décalage très fort entre d'un côté ceux qui construisent l'offre et ceux qui proposent la demande. Et donc quand on est arrivé dans ce projet Désir d'habitat, où en fait la problématique était assez tendue sur le pôle métropolitain de Saint-Nazaire, parce qu'il y a une pression démographique de la métropolisation de Nantes qui s'exerce sur les communes rurales. Vous voyez qu'il y a l'estuaire de la Loire qui a aussi des enjeux d'inondation, de montée des eaux qui se posent assez fortement. Et les élus dans ces régions-là sont assez, se sentent assez en souffrance en fait. De fait de se dire, il faut qu'on fasse de l'habitat autrement, mais on ne sait pas comment faire. On a l'impression que les gens ils veulent du pavillon, on ne peut pas construire du pavillon pour tous, on ne va pas pouvoir loger tout le monde. Et là, ça se tend. Et la dynamique que je parlais tout à l'heure de conflictualisation, on n'en est pas là. Mais on sent qu'il y a une tension qui monte parce qu'on est dans une injonction paradoxale. Construire plus, et en même temps construire moins. Et donc, la démarche qu'on a mise en œuvre ici, tirée de l'étude précédente, c'était deux choses. C'est de se dire, on va travailler avec les communes. Donc là, du coup, j'ai changé ma posture de chercheur plutôt que d'être extérieur
dit, en fait, on va faire recherche avec les communes et les agents et les élus. Et de l'autre côté, on va travailler sur cette notion d'a priori, ou en tout cas de représentation que les uns ont des autres. Que les habitants ont de leurs besoins d'habitat, que les élus ont des habitants et de leurs besoins, etc. On va essayer de créer du dialogue à cet endroit-là, dans le triangle de l'inaction, d'essayer de créer une forme d'échange à ce moment-là. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, et ça revient à mon point de départ, on va repartir de l'humain, des personnes, des agents, et on va monter une enquête avec les communes. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a 4 communes qui sont portées volontaires, avec des typologies assez différentes. Et en fait, avec qui on a mis à disposition les connaissances qu'on avait sur comment on pouvait regarder différemment l'habitat. Et ces communes, pendant plusieurs semaines, ont fait notre travail. En fait, elles se sont mis en enquête auprès des habitants, avec des formats d'enquête, on pourra en parler, qu'on avait un peu conçus pour rendre facile le lien et l'échange, avec des grilles d'entretien qui avaient été travaillées pour faire en sorte qu'elles soient appropriables. Et donc, les agents et les élus, sur chacune de ces communes, a été enquêté auprès de son territoire et s'est rapproché des habitants. Et l'idée derrière ça, c'est de se dire que si les personnes qui conçoivent l'action publique, finalement, vont directement et se sentent dans un espace confortable pour échanger avec les habitants, et bien, va forcément y avoir du mouvement qui se passe à l'échelle de leur représentation, mais aussi dans le dialogue qui va se créer avec les habitants. Ça va ouvrir les possibles dans un moment où on était sur quelque chose d'assez fermé, on était pris dans des inventions paradoxales. Je vais passer un peu vite, mais en gros, en termes de coopération avec la recherche, on a donné un cadre qui était un cadre qui permettait pas juste de dire où est-ce que vous voulez habiter, mais qui interrogeait l'habitat sous différentes dimensions, à différentes échelles, mais aussi sous différentes dimensions, c'est-à-dire s'intéresser au mode de vie, au cadre de vie d'un côté, s'intéresser au parcours résidentiel de l'autre. Enfin, je ne détaille pas, mais en fait, on a essayé de décaler un maximum le regard par la recherche pour essayer d'aborder la question de l'habitat différemment, plutôt que frontalement. Ensuite, on a mis en place des petits protocoles d'enquête qu'on leur a donné à disposition pour qu'ils aillent interroger des personnes. Il y a quand même eu 180 personnes interrogées sur l'échelle de 2 semaines. Alors 80 par des étudiants qui étaient engagés avec nous et 100 par les agents qui sont quand même prêtés au jeu. Et puis ensuite, on ne s'est pas arrêté là, la phase dans laquelle on vient de terminer, c'est qu'on a co-analysé les résultats avec les personnes qui sont venues sur le terrain. Donc nous, on a fait notre analyse du matériel d'enquête, et puis on a reanalysé avec les agents, les élus, qu'est-ce que ça vous a évoqué, qu'est-ce que vous avez vu, etc. On a consolidé ça dans l'idée de dégager des pistes qui n'avaient pas été envisagées jusque-là pour reconsidérer l'habitat, la transition d'habitat sur le territoire. Et je vais finir là-dessus. Je vous donne quelques verbatims sur cette démarche d'enquête, ce que ça a pu révéler en termes de changement de posture des agents et des élus. Certains ont dit en fait ça permet de toucher à la psychologie, au jeu d'acteurs, notamment des personnes qui étaient urbanistes, donc métier très technique, comme je disais tout à l'heure, qui finalement en fait ils font des permis de construire, mais ils ne vont pas au contact des habitants et des habitantes. Et donc le fait d'y aller, ça a permis en fait de changer leur regard dessus, de se poser la question, si nous on ne le fait pas, qui va regarder le territoire différemment, qui va faire ce lien? Il y a eu aussi cet enjeu de se dire, en fait, on se met en position d'écoute, donc on essaie de capter des signaux faibles sur le territoire et d'essayer d'être attentif aux diversités de situations et de profils. Et puis, ça a été dit tout à l'heure, ça a permis aussi de prendre le temps pour s'extraire ce qu'eux appelaient du rôle d'agent, pour aller finalement être dans un rôle d'enquête. Alors là, ça questionne aussi finalement du rôle, de la place de l'agent dans ces questions. Et le dernier point, c'est que ça a aussi permis, vu que les 4 communes étaient impliquées dans la démarche, et qu'il y a eu un temps de co-analyse commune, d'avoir de l'échange entre communes. Et ces communes se disent, ce qui se passe sur Rosé, nous on pensait que c'était propre à nous et ce qui se passe ici, mais on réalise la même chose chez vous. Et donc on a des problématiques communes. Et donc là, une coopération intercommunale peut s'opérer, et c'est ce qui s'est passé actuellement. Et un autre point, c'est que pour les habitants aussi, il y a un effet de transformation de cette enquête. C'est-à-dire que pour les habitants, ça a permis déjà d'inscrire ces démarches dans un dialogue citoyen qui tentait d'être renouvelé. Ça a montré qu'il y a vraiment un vrai désir de raconter son parcours de vie, sa manière d'habiter, son expérience, et beaucoup des personnes dans l'enquête ont été surprises par ça. En fait, les gens ont envie de parler, ils pensaient qu'ils allaient se jeter sur nous, etc. Mais ils sont totalement allants dans cette démarche, et en plus, ils ont l'impression que la ville s'intéresse à eux, à elles, à leurs besoins, etc. Et ensuite, pour d'autres qui étaient c'est plus technique, ça permet la relation aux usagers qui n'était pas par les PLUI, des PLH, des etc. Et j'ai remis la citation, les gens s'en contrefoutent, mais c'est une manière de dire que la dimension technique, elle peut pas aller du point de vue de la collectivité, elle n'est pas du point de vue des habitants. Donc cette démarche qu'on a mis en place, qui est vraiment de changer de posture,
Elle a vraiment permis d'ouvrir des espaces de coopération nouveaux avec les habitants au sein des collectivités, auprès des DGS et des agents qui sont tenus pour dégager du temps, et auprès aussi de différentes intercommunalités. Voilà, je m'arrête là. Je vais vous faire un deuxième point en fait, sur la suite de ce projet Désir d'habiter, parce qu'en fait, la partie d'enquête, c'était la première partie du projet, qui s'est tenue d'octobre à mars, où on a vraiment fait des enquêtes de terrain avec les agents et les communes, etc. On a analysé les résultats, mais la seconde partie du projet, c'est en fait que parce que c'est une chose de comprendre l'habitat du point de vue des personnes, de comprendre les situations, les parcours résidentiels et d'identifier un certain nombre en fait, de sujets sur lesquels il faut travailler, en particulier au niveau des communes sur l'habitat. C'en est une autre d'arriver à créer le mouvement et à engager les acteurs. Parce que quand on parle de coopération, on est là-dessus, c'est qu'il faut engager les acteurs de l'habitat, il faut engager les élus, il faut engager les communes à finalement concevoir et voir l'habitat autrement. Et en fait, sur cette partie du projet, on a convoqué ce que maintenant, enfin, ça devient aussi un peu un poncif, la notion de récit. Alors, je vais m'expliquer un peu là-dessus. Dans ce cadre de ce projet en particulier, on a identifié un certain nombre de sujets, enfin, les communes et nous, en fait, avons identifié un certain nombre de sujets qui sont des sujets qui n'ont soit été sous-travaillés ou qui n'ont pas été encore travaillés. Je crois que j'ai un exemple là. Voilà. Par exemple, je donne juste un exemple, la place des communes et des collectivités sur l'accompagnement du parcours d'habitat et du choix d'habitat. On se rend compte, par exemple, il y a des situations de personnes qui se retrouvent à se séparer et qui, en fait, se sont séparées, ont un enfant à charge et, en fait, doivent se reloger et retrouver un logement. Et il n'y a pas d'accompagnement en fait, de ces personnes actuellement. Donc, soit se tournent vers des bailleurs sociaux et le logement social, mais si en fait, ces personnes ont des revenus plus hauts, elles ne peuvent pas finalement postuler au logement social. Il y a des attaches très fortes à la maison dans lesquelles elles ont construit un foyer. Et donc, c'est des personnes qui sont en fait un peu perdues sur ce sujet-là. Un autre point aussi, c'est par exemple le déménagement. Des personnes qui commencent à vieillir, les enfants sont partis de la maison, l'habitat commence à devenir une charge. Le jardin qu'ils avaient acheté ou dans la maison dans laquelle ils louent est trop grand, ça devient trop d'entretien. Comment est-ce qu'on accompagne ces personnes-là à trouver un logement qui est plus adapté à leurs besoins, tout en prenant soin finalement des attachements qu'ils ont à la maison et des besoins qu'ils ont aussi, par exemple, d'avoir un espace où ils peuvent accueillir les enfants, les petits-enfants, parce que c'est les seuls moments où ils les retrouvent. Et donc, on s'est retrouvé à avoir cette réflexion sur qu'est-ce que ça serait, au même titre qu'il y a des collectivités qui font de l'accompagnement pour l'insertion à l'emploi, qu'est-ce que ça serait une collectivité qui fait de l'accompagnement en fait au parcours d'habitat et au choix d'habitat, qui aide des gens à déménager, qui aide à trouver un logement qui est adapté, qui s'intéresse aux diversités de situations. Quand je dis ça, en fait, se dessine, en tout cas dans mes yeux, peut-être pas dans les vôtres encore, mais une manière de raconter autrement le positionnement de la commune, mais aussi de l'organisation de la commune, plutôt que d'avoir 5 ou 6 personnes qui sont en ETP sur le paysage, c'est très bien, et une seule personne qui est en fait sur la question de l'habitat et du mal-logement, etc. Est-ce que finalement, il n'y a pas une autre organisation de la commune à penser? Est-ce qu'il n'y a pas un service à développer, etc. Je pourrais m'étaler là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est pour vous donner une idée de comment des situations qui ont été vues sur le terrain, des échanges avec les communes, entre elles et avec nous, a émis une forme de proposition une piste de solution de travail qui pourrait ensuite s'incarner à l'échelle des collectivités. Un autre exemple, c'est par exemple la place du voisinage. C'est quelque chose qui est ressorti assez fortement. C'est-à-dire quand ça s'intéresse à l'habitat, le voisin ou la voisine, c'est une place très particulière. C'est un peu comme un collègue, mais c'est pas comme un collègue. C'est un peu des amis, mais il faut pas que ce soit trop des amis. Et en fait, quand on pense le voisin, plutôt que penser le logement, il y a plein de choses qui s'ouvrent. Par exemple, l'impasse. Pour beaucoup d'urbains ou d'urbanistes, l'impasse, c'est un peu un truc à éviter parce que ça enferme les maisons ou les quartiers sur eux-mêmes et donc il faut faire des rues traversantes. Sauf que dans des territoires qui sont assez ruraux, on se rend compte que l'impasse, c'est un niveau de sociabilisation qui est assez clé parce que ça permet de voir les voisins sans trop se voir, d'avoir un espace commun qui est un espace qui est quand même réservé, qui est un espace qui est malgré tout ouvert et sécurisé, etc. Donc, je ne vais pas m'étaler trop, vous verrez par la suite, mais le fait de poser la question du voisin, ça peut ouvrir de nouvelles collaborations entre communes, urbanistes, et aussi avec des archis ou des personnes qui sont des concepteurs ou des constructeurs.
parce que va se poser la question du vis-à-vis et de l'intimité. Et là, c'est pareil, le vis-à-vis. Pas de vis-à-vis, certes, mais qu'on puisse voir les gens passer quand même, pour qu'on puisse pouvoir se voir, avoir un muret haut, mais pas trop, pour qu'on puisse se croiser, etc. Et donc, on se rend compte que là, il y a une forme de dentelle qui se tisse, mais cette dentelle, elle va construire finalement un rapport au voisinage, qui est un rapport qui est sain, mais surtout qui est demandé de la part des personnes, parce que j'ai envie de vous dire, quand on a un rapport mauvais au voisin, ça vous pourrit la vie, et votre logement peut être aussi grand que vous voulez, c'est mort. Et quand on a un bon rapport au voisinage, c'est l'apaisement, la sécurité, quand on part en vacances, la personne peut regarder, etc., etc. Et donc ça, c'est typiquement un autre récit qu'on peut raconter, où on voit l'habitat d'une autre manière, et qui peut créer de nouvelles formes de coopération entre des communes, entre des professionnels de l'habitat, pour imaginer les choses autrement à partir de ce qui se fait déjà. Je ne vais pas le faire sur tout là-dessus, mais l'idée du récit dans ce cadre-là, c'est en fait de repartir de l'enquête et des formes de pistes de travail que ça a dessinées pour, par le récit, raconter une autre histoire. Et en racontant une autre histoire, le but, c'est de la mettre en discussion, de la mettre en débat, que les acteurs de l'habitat, les élus puissent se projeter, puissent imaginer à quoi ça ressemble et d'avoir une vision qui n'est pas uniquement centrée sur l'actuel, mais qui est sur un futur qui est un futur plutôt proche. Et donc, dans ce cadre-là, les récits, c'est une manière de raconter, mais aussi se raconter une histoire différente et de trouver des rôles, des postures qui sont aussi assez différentes et de mettre en coopération les acteurs. Parce que la suite de la création de récits, c'est la mise en débat où là, on invite à Nantes-Saint-Nazaire les professionnels de l'habitat, les élus, les communes, les habitants ou les habitantes qui vont participer. C'est un grand raout où on va mettre tout le monde... Pardon, j'ai la tête de Didier Raoult qui s'est affiché quand j'ai raconté votre truc. Ça m'a surpris moi-même. Pardon. Et donc voilà. Et donc l'idée, c'est de vraiment à partir de que ces récits, ça soit les supports à discussion, à projection, et que ça ouvre des possibles par rapport à une situation qui est plutôt fermée et étendue. Et l'idée derrière, c'est que le fait de confronter ces pistes par le récit à ces professionnels de l'habitat, c'est de construire des argumentaires pour les élus du pôle. Parce qu'actuellement, à Nantes-Saint-Nazaire, le SCOT vient d'être acté, c'est un SCOT assez ambitieux, et derrière des ambitions fortes, il faut avoir les moyens de les mettre en œuvre, et donc il y a une attente très forte sur comment est-ce qu'on travaille l'habitat en accord avec les restrictions fortes du SCOT qui a été, alors, schéma de cohérence et d'orientation territoriale, qui a été poussé. Et donc l'idée de ça, c'est de donner des arguments ou d'outiller des élus pour qu'ils soient en mesure de pouvoir défendre une autre vision de l'habitat, une autre vision de leur commune, etc. Et que ces récits, quelque part, les habitent et qui portent cette parole au-delà de ça. Donc, on part de l'enquête avec un changement de posture et on voit qu'en fait, on arrive à outiller des élus du pôle pour qu'ils puissent eux-mêmes être proactifs vis-à-vis de l'habitat, qu'ils puissent être force de proposition. Et ce qu'on avait vu dans l'enquête qu'on a menée en Seine-Maritime, c'est qu'il y avait un défaut d'imagination, d'imaginaire, de vision de ce que pouvait être l'habitat autrement, ce que pouvait être une commune rurale s'il n'y avait pas de pavillonnaire. Ça ressemblerait à quoi? Et là, c'est là où le récit il vient jouer un rôle. Si on revient sur mon triangle, on a vu l'accompagnement des différents acteurs, l'accompagnement en changement de pratique. On a vu aussi des types de coopération qui peuvent s'opérer en donnant à voir des différents savoirs, d'expertise, d'usage, etc. Et la notion de récit, elle peut permettre de créer des espaces de coopération nouveaux entre les acteurs. Je passe vite là-dessus. Je ne sais pas si la Fabrique des Transitions, quand ils étaient venus vous faire le webinaire, ils avaient présenté ce schéma. Ils l'avaient présenté. C'est normal. C'est en dernière page de leur dernière publication. En fait, on a la publication de la Fabrique des Transitions qui était la mise en récit. Le lien est tout en bas ici. Elle se proposait de montrer comment est-ce que le récit, ce que tu disais tout à l'heure, pouvait engager des transformations et même un travail quasiment prospectif, je parlais d'Anne Masse tout à l'heure, à l'échelle des collectivités. Et en fait, en travaillant avec eux et avec le réseau d'Alliance, on s'est rendu compte que quand on parle de récit, il y a plein de choses différentes derrière. Et c'est un truc qu'on n'aime pas trop les chercheurs, c'est des trucs flous. Et donc, on veut mettre des cases, et mon collègue Max, il appelle ça faire la boîtologie. Donc, on met dans des boîtes et on essaie de caractériser, et là, on a essayé de caractériser différentes fonctions du récit. Et l'idée derrière, c'est pas de déconstruire l'idée de récit, c'est de montrer que le récit, ça veut tout et rien dire. En revanche, ça peut porter des fonctions. Et le récit, en fonction de comment il l'utilise, eh bien, peut aller activer du changement de manière différente. Et donc, on a essayé de distinguer 5 fonctions du récit qu'on voit en sciences sociales et dans la littérature, dans nos recherches. Je vous ai détaillé ici. Le premier, c'est un récit qui va servir à révéler des imaginaires sous-jacents
Et donc, quand on parle de récit de territoire, raconter un territoire comme ils l'ont fait à Los, par exemple, sur les terrils et le passé minier, c'est se raconter, raconter son passé, et aussi de faire affleurer des imaginaires qui structurent, sans qu'on en ait conscience, en fait, nos sociétés. Le pavillon, dont je parlais tout à l'heure, c'est un imaginaire qui s'inscrit dans une histoire et qui, en fait, n'est absolument pas neutre. C'est un choix de société à un moment qui a fait norme et qui est devenu l'imaginaire dominant. Et donc, de comprendre ce récit, d'où il vient, comment il a structuré le territoire et de faire un travail un peu rétrospectif, ça peut être une manière, en fait, de comprendre la manière dont ces récits dominants vont verrouiller nos trajectoires de transition et donc comment on les remet au travail. On les remet au travail, pas n'importe comment, mais de les reconnaître, c'est une manière de les retravailler. C'est comme les normes sociales. Quand on va interroger, je sais pas, la jupe au travail ou la cravate au travail, de reconnaître que c'est une norme, c'est déjà de la visibiliser pour reconnaître que c'est une forme de contrat social un peu tacite qu'il y a entre nous, et à partir de là, on peut le mettre en discussion, le mettre en réflexion. Donc là-dessus, c'est la même chose. Deuxième fonction du récit, ça va être la narration. La narration, c'est différent. L'idée, ça va être vraiment de créer, en fait, de produire du sens. Donc produire du sens, créer une représentation d'un événement, d'une politique publique qui va engager une dynamique de mobilisation. Donc là, on est vraiment dans une démarche de mobiliser. Donc là, c'est vraiment le récit, quand on va raconter le territoire de demain, on va raconter, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on a comme projet si par exemple sur les déchets, de raconter en fait que le déchet peut être totalement vu différemment et changer le rapport au déchet. On peut créer un récit différent. Et le syndicat que je mentionne, c'est le SMICVAL. SMICVAL, c'est à côté de Bordeaux, dans le Libournais. Ils ont fait tout un travail de récit. Raconter un autre rapport au récit, raconter un territoire où finalement un autre rapport au déchet, par exemple, peut être pensé différemment. Troisième point, et c'est encore différent, c'est la fiction. Donc là, on n'est plus vraiment dans le passé, on va être sur comment on se projette. Et donc c'est ce que je viens de vous raconter à l'instant sur la fonction des récits, de raconter Annemasse différemment, raconter l'habitat différemment, etc. Et donc là, l'idée, c'est pas uniquement de révéler des imaginaires dominants, c'est pas de produire du sens sur ce qui se fait déjà pour que ça soit lisible et compréhensible, c'est d'ouvrir les perspectives sur le futur et de renouveler, en fait, d'explorer des alternatives, d'ouvrir de nouvelles perspectives d'avenir pour mettre en discussion ces trajectoires-là. Donc quand on parle d'Annemasse 2040, c'est se projeter. Ça ressemblera à quoi? Donc on ne raconte pas ce qui s'est passé, on ne raconte pas ce qui se passe, mais on raconte ce que ça va devenir. Sur l'habitat avec le désir d'habiter, c'est ça. On raconte ce que ça pourrait être, à quoi pourrait ressembler l'habitat, et c'est là où on a besoin de raconter et de se projeter, de se raconter. Vous voyez les différences entre ces différentes fonctions? Deux dernières. Le récit, ça peut servir aussi à une autre chose, qui est le témoignage. C'est-à-dire qu'en fait, quand je dis se raconter, ça peut permettre en fait à des personnes, à des groupes de personnes, en se racontant, de faire affleurer des choses. Quand on a fait le travail avec le désir d'habiter, on est allé parler à des personnes, des habitants, en demandant de raconter leur parcours résidentiel, ils se sont racontés. Et en se racontant, il y a des choses nouvelles qui ont affleuré dont on n'avait pas connaissance avant, auxquelles on n'aurait pas eu accès. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'innovation publique qui se fait avec du podcast, par exemple, des choses comme ça. On va permettre aux gens de raconter leur histoire, raconter des histoires. En racontant ces histoires, ça permet à des personnes de se trouver une légitimité dans leur propre histoire, de pouvoir reprendre prise aussi sur sa propre histoire, pas se faire raconter, mais se raconter, de mettre en avant des choses qui leur semblent importantes. Et puis, il y a des détails pour ces personnes, mais qui pour vous ne le seront pas, qui affleurent et qui deviennent des éléments ultra importants des politiques publiques. Raconter comment on a choisi le jardin et comment on l'entretient, d'un coup, le jardin a une fonction, et il y a une fonction qui peut être sur le jardinage, d'un coup, ça s'ouvre sur la mutualisation des espaces. Et en fait, c'est un chemin qu'on peut prendre et qui peut ouvrir de nouvelles perspectives parce qu'on va lire quelque chose différemment dans le récit qui nous est raconté. Dernier point, ce que nous on appelle ici, disons, mettre en récit ou l'orchestration, c'est que le récit, si vous pensez au théâtre, le théâtre, c'est pas uniquement de raconter une histoire, raconter une fiction, c'est pas uniquement de faire porter des voix. Le théâtre, c'est aussi des gens qui se répartissent des rôles dans une histoire. Et en fait, le récit peut aussi permettre, si on file la métaphore théâtrale, de scénariser le changement. Qui fait quoi à quel moment? Quel est le rôle de chacun? Qui joue quel rôle, en fait? Quand on parle d'acteurs de la transition, de jeu d'acteurs, en fait, on est là, jeu d'acteurs, on est sur quasiment le théâtre. Donc on peut utiliser ça, ce médium-là, pour permettre de faire du jeu de rôle et de se projeter, de se dire comment est-ce que vous projetez en tant qu'élu en 2000... alors là, il y a le prochain... voilà, 2026. Et donc, ça peut aussi être une autre fonction du récit qui est de raconter l'orchestration du jeu d'acteurs et de raconter les rôles que peuvent prendre chacune et chacun. Donc ça, ce travail-là, il a permis un peu d'éclater ce mot récit qui parfois est utilisé dans un sens comme dans un autre
pour montrer qu'en fait, ça peut être un outil de changement qui peut être assez puissant en fonction de comment on l'utilise. Alors c'est là où je suis embêté par rapport au timing, mais je vais vous présenter en 2 mots ça, sans les détails, si c'est OK. Alors c'est un autre monde, hein. C'est le ministère de la Justice. Ça pose déjà un silence. Et c'est les prisons, ce qui repose un autre silence. En fait, le travail qu'on a fait ici, c'était un travail sur les récits dans le futur. C'est-à-dire que le système carcéral soumis à des fortes chaleurs, il y a déjà eu l'expérience dans les années passées, au même titre que déjà des villes soumises à des fortes chaleurs. Il y a un travail comme ça qui est fait avec Paris à 50 degrés, puis maintenant il y a les villes, les villes à 50 degrés. Donc il y a du travail qui est fait comme ça en utilisant le récit, où en fait on va se projeter, imaginer, ça ressemblera à quoi Sens, s'il fait des pics de canicule à 50 degrés. Ou, moi j'ai en tête La Rochelle, je sais pas si vous avez déjà été à La Rochelle, la gare La Rochelle. Très belle place au demeurant, sans un arbre. Qu'est-ce qui va se passer quand il fait 50 degrés? Et donc de se projeter, ça permet de réviser des choix de politique publique, d'identifier les balles qu'on se tire dans le pied et qui vont être des erreurs monumentales par la suite. Et donc on a fait ce travail avec le ministère de la Justice. C'est juste pour vous donner un exemple de travail qu'on peut faire, où en fait on voulait... Le travail, c'est de se projeter. Ça ressemblera à quoi le système carcéral quand il fera 50 degrés et dans le futur? Ce qu'il faut retenir dans le système carcéral, c'est que c'est pas que les détenus. Parce que souvent, quand j'en parle, ils disent ouais, mais les détenus, ils purgent leur peine, s'il fait chaud, tant pis pour eux. Mais il y a les familles qui viennent les visiter, il y a les personnes qui viennent donner des cours et des formations, il y a les surveillants et les surveillantes qui font partie en fait des forces de l'ordre qui travaillent dedans, il y a les avocats, les avocates, il y a des associations, il y a des gens qui font la restauration, il y a des médecins. C'est une ville dans la ville, la prison. Et donc, on est sur un sujet où en fait, quand on étudie le système carcéral, quand il fait très chaud, on voit à peu près comment ça va se passer sur une ville qui est beaucoup moins fermée, mais avec tous les jeux de débordement qui va se passer et les effets de vases communicants. Et en fait, dans ce projet-là, on a mobilisé les récits à 2 niveaux. Un, au niveau, ici, 3, c'est-à-dire qu'on voulait renouveler les imaginaires, c'est-à-dire à quoi ça ressemblerait la prison à 50 degrés. Pardon pour les... donc ici, de se projeter. Et donc l'idée, c'était de mettre en débat, pour des décideurs et décideuses qui sont vraiment dans le présent, voire un peu dans le passé, en fait, à quoi ça ressemble et quel choix de politique publique doit être fait, quelle prison on construit demain, quel aménagement des peines on imagine, quel rapport... Enfin, il y a énormément de choses qui sont aussi sur le droit. Et donc, c'est un travail qu'on a fait où on a créé un certain nombre de récits pour imaginer des perspectives de comment ça pourrait être différent pour répondre aux enjeux de chaleur et en même temps répondre aux enjeux des différents acteurs sur le système, dans le but spécifique de créer un débat à la direction de l'administration pénitentiaire, auprès des décisionnaires, des ministres, etc. Donc là, on voit un cas concret où ça sert à créer le débat. Et deuxième point, juste pour illustrer ça, c'est qu'on a aussi utilisé le récit pour le témoignage. Parce qu'en fait, ces récits-là, on les a construits, pas juste nous en tant que chercheurs qui allons sur le terrain, rappelez-vous le truc paternaliste, mais avec les acteurs. C'est-à-dire qu'on a fait des ateliers avec des détenus, on a fait des ateliers avec des familles, avec des surveillants et surveillantes, avec des gens de l'administration, avec des associations, avec des gens du droit, etc. Et en fait, on les a amenés, eux, en se racontant leur expérience passée, à se projeter, à imaginer ce qui pourrait être fait différemment ou la tendance vers où ça part, enfin, où ça va si on fait rien et si rien ne change. Et milieu carcéral, vous êtes au courant qu'il y a quand même un gros sujet de surpopulation, etc. Et donc, quand on amène ces acteurs qui sont dans un environnement tendu à se projeter sur ce que ça serait dans le futur, en plus avec une tension sur la chaleur, il y a des récits catastrophes qui émergent. Et avec eux et elles, on a imaginé des récits qui permettraient d'y répondre. La collection de ces récits de tous ces acteurs et tous ces jeux d'acteurs a été mise en commun. Et c'est ça qui a permis de produire des récits qui sont finalement le reflet de la parole et de la projection des premières et des premiers concernés. Et ce que ça permet de faire ça, et je finis là-dessus, c'est que quand on parle par exemple du récit Désir d'habiter tout à l'heure, ou de ce sujet-là, c'est qu'on peut très bien co-construire la vision de ce que ça peut être avec les premières personnes concernées, et qu'ils peuvent être force de proposition pour imaginer la vision d'une commune, la vision d'un habitat de demain, la vision, c'est un service public aussi, la pénitentiaire, ou la vision des théâtres de demain. On a des projets du même type sur les nouveaux modèles économiques, des lieux de culture de demain, etc. Et donc, ça permet de remettre en coopération, à travers le récit, un certain nombre d'acteurs et de personnes. Voilà, j'espère que le détour par la prison ne vous aura pas trop perdu. Mais c'était une manière d'illustrer très concrètement sur des projets comment est-ce que ça peut s'incarner, ça, et les fonctions que ça peut avoir.